Lomé, août 2026, quelque chose d'extraordinaire se prépare. 5 ans à célébrer nos saveurs, nos racines, notre identité. Le FESMA, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est une fierté. 50 000 visiteurs, des dizaines de pays, des saveurs qui traversent les frontières et une seule grande marmite pour nous rassembler tous. Producteurs, chefs, entrepreneurs, familles, chacun à sa place au FESMA. Parce que ici, votre monde entier tient dans une assiette. La 5e édition anniversaire du Festival international La Marmite du 12 au 16 août 2026. Palais des Congrès de Lomé, soyez là. FESMA 2026, La Marmite est de retour. Êtes-vous prêts? Monsieur Madi Djabakate, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et essayiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que vous arrivez chez nous. Vous êtes politologue et pour le sujet qui nous concerne, nous pensons que vous êtes la personne qui pourrait apporter des lumières sur cette question. Nous parlons de l'arrêt de la Cour de la CEDEAO sur notre constitution. Il s'agit d'une constitution qui a été adoptée dans des conditions que vous connaissez. On ne va plus revenir sur le fait que c'est la Ligue togolaise des droits de l'homme et les organisations de la société civile qui ont saisi la Cour pour porter des greffes par rapport à comment est-ce que la décision a été prise au Parlement pour faire changer la Constitution. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, nous allons parler de la décision elle-même, sur le timing de la réforme, son contenu et son effet escompté. La Cour juge que cela révèle d'une volonté de contourner les limites antérieures du pouvoir. Elle a conclu que la réforme violait l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et constitue effectivement un changement anticonstitutionnel. Sur le principe, pourquoi selon vous, la Cour ne part directement pas à invalider cette constitution si elle la juge anticonstitutionnelle? Bon, en réalité, je suis surpris tout comme vous, parce que quand on constate, on décide, et c'est ça normalement le rôle d'une cour. La cour se devait, après avoir constaté qu'il y a eu violation, condamner. Et ça, c'est la logique normale. Maintenant, quand on tient compte du sujet en soi-même, c'est là où peut-être que il faut aussi se demander quel rôle la Cour a joué en réalité. Reprenons d'abord que cette décision, il y a eu un groupe qui a saisi la Cour et l'État togolais a délibérément choisi de ne pas se présenter devant la Cour. Et en faisant ça, au-delà même de manquer de respect à ceux qui l'ont assigné, mais c'est un respect à l'institution en tant que la Cour en ne se représentant pas. Maintenant, la Cour se retrouve dans un rôle qui en réalité n'est pas le sien. L'État togolais n'étant pas là, au lieu de juste examiner les griefs portés contre l'État togolais et pour se prononcer, il s'est substitué à l'État togolais, puisque l'État togolais n'a pas fait de mémoire, il s'est substitué à l'État togolais maintenant pour répondre aux requérants. D'une façon ou d'une autre, ce que l'État togolais devait faire à travers ses conseils, c'est ce que la Cour s'est permis de faire d'abord pour débouter certains des requérants et pour nous enfermer dans une logique simple. Vous constaterez que la Cour de justice de la CEDEAO ne s'est pas basée sur un texte de la CEDEAO pour condamner le Togo. Il est allé chercher un texte de l'Union africaine. Cela veut dire beaucoup. Pourquoi? Parce que techniquement, la Cour en soi-même, elle a un mandat qui est très limité, très encadré. Vous verrez d'ailleurs qu'elle a débouté certains des requérants justement parce qu'elle ne leur reconnaît pas la qualité d'agir. Et ces requérants se sont basés sur des dispositions de la CEDEAO, des tests communautaires, mais elle leur dit, vous n'êtes pas qualifiés pour faire cette procédure. Et donc, ce faisant, ça nous ramène à une question fondamentale. En réalité, est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO, elle l'a réellement pour tenir tête aux États, ou bien les États se sont arrangés pour lui enlever des prérogatives qui ne lui permettent pas d'être ce pouvoir qu'est le pouvoir judiciaire dans un contexte sous-régional et interétatique? La réponse la plus facile à dire, c'est de dire que les États ont encadré et limité
la portée des décisions de la Cour. Maintenant, quand vous voyez la charte sur laquelle la Cour s'est basée, bien sûr invoquée par l'une des parties, pour condamner l'État togolais, cette charte nous renvoie aux articles 24 spécifiquement de la charte en question, de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et donc, cette charte, en son article 24, dit « Au cas où il survient, dans un État partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, après dénommé le protocole. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être que le Conseil de paix était aveugle. Il n'a pas vu ce qui s'est passé au Togo. Parce que il est important, permettez-moi de retourner à l'article 23, pour que les gens comprennent en réalité que ce qui se passe au Togo et que la Cour condamne aujourd'hui n'est pas différent de ce qui s'est passé au Mali et autres, et que la CEDEAO était excitée derrière ces pays. L'article 23 dit « Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, de moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est possible de sanctions appropriées de la part de l'Union. » Et il y a 5 possibilités. La première, tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. La seconde, toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. La troisième, toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. La quatrième, tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Et enfin, celle qui concerne le Togo, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Et c'est ce point-là sur lequel la Cour condamne le Togo. Et donc, comme je l'ai dit, quand vous lisez l'article 24, ça veut dire qu'en réalité, le Conseil de paix était censé voir que le Togo a violé. Mais c'est comme s'il dormait. Et donc aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO vient de rendre une décision pour dire le Togo a violé cet article 23. À partir de là, il faut aller vers l'article 24. Donc ça veut dire justement que dans un tel contexte, le Conseil de paix et de sécurité doit être saisi avec cette décision, qui l'informe pour lui dire que le Togo a violé l'article 23 du protocole. Mais vous rappelez également que juste après que ce texte soit adopté, la CEDEAO avait sorti un communiqué avant de se dédire. Est-ce là des prémices d'une compréhension dont vous faites cas aujourd'hui? Non, vous savez, en réalité, il faut lire les choses de deux façons. La CEDEAO, elle va à sa perte. Et ce sera grâce au Togo. Grâce au Togo, d'abord parce que le Togo a été celui qui a facilité la sécession des pays que nous appelons aujourd'hui ceux de l'AES. Le Togo n'a jamais été solidaire des décisions de la CEDEAO et en a fait à sa tête et a apporté un soutien franc aux pays de l'AES. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas, en réalité, la direction des affaires politiques de la CEDEAO, qui avait sorti ce communiqué à l'époque, elle est sous la supervision de la vice-présidente de la commission, qui est togolaise, qui a été envoyée à ce poste par Faure Gnassingbé. Donc c'est comme... Vous parlez de Madame Ibrahima, c'est ça? Non, pas Ibrahima. Ibrahima, j'y reviendrai en troisième. Donc, la vice-présidente de la commission de la CEDEAO est togolaise. Et c'est une ancienne conseillère de Faure. Elle était à la présidence. D'ailleurs, c'est le Togo qui, quand on dit le Togo a envoyé quelqu'un à la CEDEAO, vous comprenez que c'est un élément du président Faure
qui est là-bas. Et donc, techniquement, la direction des affaires politiques qui avait sorti ce communiqué était hiérarchiquement sous la tutelle de cette dame. Donc, vous comprenez que si vous prenez des mesures et que votre chef vous dit, mais qui vous a autorisé, qui vous a permis, vous faites recul. Et ça aussi, c'est l'un des défis que nous avons dans la plupart de nos institutions. Il y a des postes qui sont politiques et des postes qui sont techniques. Sauf que la plupart du temps, les techniciens sont sous la coupole des politiques. Et ce qui fait que la CEDEAO avait fait marche en arrière parce que la direction des affaires politiques dépendait de la vice-présidente et la vice-présidente a bloqué cette affaire. Et c'est comme cela. C'est une hypothèse. Non, vous savez, moi quand je parle, je ne fais pas d'hypothèse, je donne des cas pratiques. Et ce qui a fait reculer Fatau, qui est d'ailleurs le directeur des affaires politiques de la CEDEAO, de la commission. Donc, c'est des réalités sur lesquelles on doit comprendre qu'il y a défi. De l'autre côté, quand vous prenez le parlement de la CEDEAO, il est présidé aujourd'hui par Dame Memounatou, qui également est un élément du pouvoir en place, un élément du Parti uni. Et vous avez vu aussi les débats au niveau de ce parlement avec Guy Marius Sagna et autres quand ils voulaient aborder les questions du Togo. Donc, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est aussi un Togolais. Et beaucoup de partis aussi se plaignent de la façon dont il fait retarder certaines choses quand ces dossiers concernent le Togo. Donc, techniquement, le Togo a réussi à mettre à des postes stratégiques des Togolais qui sont redevables au pouvoir en place et qui s'assurent de couvrir le pouvoir à partir de Abuja. Ça, c'est factuel. Maintenant, en termes d'administration et autres, on peut l'interpréter comme on voudra, mais ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de Togolais, malgré cette décision, ne font pas confiance à la CEDEAO en tant qu'institution parce qu'ils supposent que le pouvoir togolais a réussi à mettre de l'ombre sur cette institution et ses activités. Donc, dans la même logique, on constate qu'il y a eu une décision qui a traîné. L'État togolais a tout fait pour ne pas se pointer devant le juge, ce qui est d'ailleurs une insulte à l'institution régionale. Mais on voit même pire, c'est que la juridiction a fini par rendre sa décision. Mais la décision n'a jamais été notifiée au parti. Et tout à l'heure, j'ai envoyé une fléchette au greffier en chef. En réalité, c'est à lui que revient ce rôle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que à un moment donné, il y a eu plusieurs paramètres ou plusieurs influences qui ont fait que la Cour devait dire le droit. La Cour a trouvé l'exercice très périlleux, mais s'est efforcé quand même de créer un précédent. Nous savons tous que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, ce n'est pas la première fois qu'elles sont rendues et qu'elles sanctionnent le Togo. Mais le plus souvent, c'est sur des violations de droits humains directes. Et sur ça même, le gouvernement a toujours refusé d'appliquer beaucoup de ces dispositions. Mais cette fois-ci, la spécificité de cette décision-ci, c'est qu'elle est en train de créer un précédent. Un précédent dans quel sens? Avant ou toujours, les États sont ceux qui sont censés saisir cette juridiction pour des questions comme celle de la réforme constitutionnelle dont nous parlons présentement. C'est les États. Mais quand beaucoup disent que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État, c'est là où vous allez le comprendre. Parce que quel État allait saisir cette cour pour attaquer le Togo pour avoir opéré ce coup d'État constitutionnel? Ce n'est pas logique. Il n'y a pas mieux placé que les Togolais pour attaquer l'État togolais là-bas. Et donc, justement, la Cour s'est retrouvée enfermée et elle n'a pas continué le débat sur ces aspects. Mais
Elle est allée maintenant au niveau continental pour prendre un instrument auquel le Togo a ratifié et qui, de facto, nous amène à une jurisprudence, c'est celle de dire que dans la plupart de tous nos pays où les gens s'amusent à traficoter la Constitution, à faire des acrobaties à la veille des processus électoraux, tout le monde peut désormais aller les contester devant la cour en question en se prévalant de ce arrêt qui a été rendu dans le cas du Togo, mais aussi en se référant à la charte sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections, dont les dispositions sont claires. Et donc, quand la Cour dit politiquement qu'elle invite le Togo dans ses prochaines révisions à se conformer aux instruments internationaux qu'il a ratifiés, si je me permets de faire une analyse, ça veut dire que la Cour dit d'abord, tu as fait un coup d'État constitutionnel. Ça veut dire, logiquement, après un coup d'État constitutionnel, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Donc, dans un langage diplomatique, on lui dit, tu dois revenir à l'ordre constitutionnel, mais prends soin de le faire en respectant, quand tu le feras, les instruments internationaux qui sont là. Ça, c'est ce que la Cour a fait en faisant un peu de droit et un peu de politique. Mais maintenant, quand moi je prends la décision de la Cour, je me dis que la Cour a fait sa part. Et maintenant, sur la base de la décision de la Cour, les gens peuvent activer l'article 24. Et ça veut dire au même moment que sur la base de la décision de la Cour, les gens peuvent saisir la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ainsi que la commission de la CEDEAO, pour leur demander d'inscrire le suivi de la décision de la Cour à leur agenda. Mais tout dru et tout simplement, quand on dit que quelqu'un a violé, ça veut dire qu'il doit être condamné. Mais le juge n'a pas voulu prendre ce pari au risque de se mettre lui-même dans une instabilité au cas où le Togo refuserait d'appliquer sa décision. Donc, il faut aller rechercher cela. Quoi qu'on dise, on dit le plus souvent que un mauvais accord est préférable à un bon procès. Donc, le juge renvoie le débat dans un cadre purement politique. Sinon, il est vrai que si on veut rentrer dans une analyse juridique, je vous dirais que la Cour elle-même a fait trop de contradictions en elle-même. C'est-à-dire, l'arrêt même peut être... On peut demander une révision même de cet arrêt. D'abord pour dire que l'arrêt a eu un manquement grave dans la mesure où elle reconnaît qu'un droit a été violé, mais n'a pas condamné l'auteur de cette violation. Est-ce que la Cour a la prérogative de condamner dans ces conditions? Est-ce que la Cour peut demander à ce que cette condition soit déclarée invalide? Justement, si c'est du bon sens. Tout à l'heure, je vous taquinais pour dire que je n'aime plus qu'on m'appelle juriste. Parce que le juriste voudra nous montrer le sexe des anges ici. Alors qu'en réalité, le bon sens, pour n'importe qui va devant la justice, on dit d'abord que le juge dit que tu es coupable. À la rigueur, on pourra nous dire que le juge va délibérer après nous dire quelle est la sanction qu'il faut appliquer. Mais on ne nous dira pas que le juge dit que tu es coupable et puis le juge s'est arrêté là-bas. Donc c'est pourquoi d'ailleurs je pense que la Cour elle-même, on peut dire que on peut solliciter, faire une requête pour qu'elle révise elle-même son arrêt en prononçant clairement une sanction suite à la violation qu'elle a constatée. D'accord. Interrogeons maintenant un autre rejet par rapport à ce que les garants ont apporté sur la table de juge. Ils demandaient la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, que cela priverait les Togolais de leur droit de participer
librement à la direction des affaires publiques de Mhm. choisir directement leurs dirigeants. Je veux dire que les requérants pensent que dès lors qu'on supprime l'élection directe du président de la République au suffrage universel direct, cela privait les Togolais de leur droit de participer librement à la direction des affaires publiques et de choisir directement leurs dirigeants, ce qui est l'un des principes fondamentaux quand même de la souveraineté d'un État. Et la Cour a rejeté ce greffe. Elle a considéré que les requérants n'avaient pas démontré, pas des preuves concrètes, que les citoyens avaient effectivement été empêchés de voter, d'être candidats ou de participer au processus électoral. Elle conclut donc que cette violation de ce droit n'est pas établie. Oui, en réalité, on voit la Cour qui s'évertue à débouter au moins ceux qui donnent des éléments et à, à spéculer au nom de ceux qui ne sont même pas venus faire une contre-offensive. En réalité, les gens parlent de l'élection présidentielle, qui est une élection qui est ouverte à tous les citoyens. Vous comprenez? Et les gens ne parlent pas des élections législatives, régionales ou communales qui sont arrivées. Mais on parle d'une élection proprement dite qui est celle de la présidentielle. Maintenant, quand vous retournez sous la 4e République, je qualifie cette constitution depuis qu'elle a été prise, adoptée, d'une contrebande. Pourquoi? Parce que d'abord, la constitution de 92 a été adoptée au référendum. C'est un acquis. Et certaines dispositions de la constitution de 92 ne pouvaient faire l'objet d'un changement que à travers un référendum. Et malheureusement, la 5e qui est arrivée n'était pas juste une révision, c'était un changement de régime et de république. Ce qui fait que elle a cassé des éléments de la 92 qui ne pouvaient pas être cassés juste par une assemblée. Et donc, à partir de ce moment, la question fondamentale qui est là est celle de savoir, est-ce que le Togolais a donné son accord pour aller d'un régime présidentiel, semi-présidentiel, entre guillemets, vers un régime parlementaire? C'est non, il n'y a pas eu de consultation populaire dans ce sens. Donc la 4e République n'a pas été changée par un parallélisme pour aller à la 5e. Si en fait les Togolais avaient été invités pour aller à un référendum et choisir entre rester sous l'ancien régime politique ou aller vers un régime parlementaire, la personne ne dira que son droit lui a été enlevé. Mais si aujourd'hui, bien qu'on se retrouve dans un régime parlementaire, il y a une fonction de président de la République qui est toujours là, et que les gens estiment que c'est à eux, le peuple, de faire élire leur président. Ce n'est pas à une assemblée de le faire. Surtout que la même assemblée s'est octroyé les droits d'élire et le président du conseil, le président de la République et le président du conseil. Donc c'est sur cela que ceci se fonde. Sauf que le juge n'a pas voulu aller au fond. Parce que pour lui, qu'on dise régime parlementaire avec la 5e ou régime présidentiel, semi-présidentiel avec la 4e, les gens sont allés au vote. Le droit de vote a été reconnu à des Togolais. Et donc, c'est là où ils se fondent pour débouter. Alors qu'en réalité, la demande a trait à une situation spécifique. C'est que dans le contexte togolais, le président de la République, les Togolais veulent être ceux qui désignent le président de la République directement. Contrairement à une situation de cohabitation. Et d'ailleurs, vous comprendrez que pourquoi est-ce que le peuple veut désigner le président de la République directement? C'est aussi pour s'assurer que dans une situation donnée, que le gouvernement ou l'Assemblée ne puisse pas influencer le président de la République, ne puisse pas faire un impeachment, ne puisse pas le débouter.
Ça, c'est l'une des particularités de nos constitutions aujourd'hui en Afrique. Quand vous prenez la 4e République, le président de la République ou tout son gouvernement pouvait décider de la dissolution du Parlement. Mais le Parlement n'avait aucune possibilité pour dégager le président de la République. Vous allez sous la 5e République, c'est le Parlement qui choisit le président de la République. Ça veut dire que le Parlement peut le dispenser. C'est également ce même Parlement qui choisit le président du Conseil, même si le fond des tests nous fait voir que contrairement à tout régime parlementaire, on peut nous nommer comme président du Conseil quelqu'un qui n'a jamais été élu. Alors que l'un des b.a.-ba principes du parlementarisme, c'est que le chef de la majorité parlementaire a d'abord une circonscription électorale dont il est élu avant d'être porté par après par les parlementaires. Et donc, la question fondamentale, les Togolais veulent la 4e République et veulent avoir le monopole du choix du président de la République. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Mais malheureusement, ça nous amène aussi à un débat. Vous savez, il y a un acteur politique togolais qui disait qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Mais cette décision aussi doit leur tirer les oreilles. Parce que la Cour, justement, leur a dit que vous ne pouvez pas faire une chose et son contraire. La Cour a même débouté certains partis, prétextant qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ont été privés dans la mesure où ils ont été aux élections après la réforme. Ça veut dire que la Cour leur dit indirectement, si ces réformes vous avez empêché d'aller aux élections, on aurait compris que réellement, vous avez été privé de votre droit. Mais, si malgré ces réformes, vous avez été aux élections, ça veut dire que vous avez avalisé la réforme. Et ça, c'est factuel, c'est dans l'arrêt. Les militants peuvent se fâcher, mais c'est dans l'arrêt. Donc, à partir de ce moment, on comprend juste que la Cour s'est retrouvée dans une situation qui, déjà à la base, était déjà consommée. Parce qu'au moment où la Cour était saisie, les élections s'étaient déjà déroulées. Et au moment où la Cour a rendu sa décision, tout cela a été consommé parce qu'après, ils sont allés, comment on les appelle, au sénatorial, ils sont allés aux élections régionales, tout cela. Et donc, ils ont fait une chose, c'est son contraire, carrément. C'est voilà. Politique. Oui, c'est purement politique. Et c'est pourquoi le juge leur a apporté une réponse juridico-politique. Pour dire que si vous avez été aux élections, comment pouvez-vous dire qu'on vous a privé de votre droit de désigner ou de choisir vos dirigeants? Bon, puisqu'il parlait expressément du président de la République. Oui. Et sauf que le même texte, parce que la Cour n'a pas jugé le fond du contenu de la 5e République, mais la Cour a jugé globalement les manœuvres qui ont conduit qu'on passe de la 4e à la 5e République. Et donc, dans l'artifice juridique qu'ils ont voulu faire, ils ont gardé les postes de président de la République dans la Constitution, tout comme ceux du Conseil. Sauf que devant la Cour dira que oui, de façon indirecte, vous avez élu votre président de la République en élisant vos députés, vos conseillers régionaux, et qui vont agir en votre qualité. Donc, essentiellement, ce que la Cour a visé dans cet arrêt, et qui devrait frapper aux yeux de tout le monde, c'est que, tel que dit dans l'article 23, les gens ont fait un coup d'État constitutionnel afin de s'assurer de confisquer le pouvoir. C'est ce que la Cour a apprécié. La Cour n'a pas encore apprécié pour dire que est-ce que le régime parlementaire est bon? Est-ce que l'ancien régime était bon? Non, elle n'a pas été saisie sous ce fondement. Et donc, quand vous dites que vous n'avez pas la possibilité
d'élire le président de la République, étant donné que la loi électorale vient organiser les choses, on pourra vous dire que indirectement, vous l'avez élu en participant aux élections régionales, aux élections locales et aux élections législatives. Voilà, donc la Cour n'a pas voulu rentrer réellement dans les faits, elle s'est limitée à la compréhension globale. Alors, aujourd'hui, l'arrêt est déjà disponible. Il y en a qui pensent que, regarde ce que vous avez dit de votre démonstration, qu'en fait, la Cour n'a pas été en faveur de l'opposition togolaise et des acteurs de la société civile, puisque la Cour n'a pas directement invalidé la Constitution. Donc, ceux qui se sont garnis de changer la Constitution pensent qu'en fait, c'est l'opposition qui a été déboutée. Non, en réalité, vous savez, on pourra toujours écouter. Vous savez, sur ce débat d'ailleurs, je dis le plus souvent que sur certaines questions, en tant qu'intellectuels, nous avons l'obligation de nous prononcer. Et nous avons aussi l'obligation d'être conséquents vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de nous-mêmes. Je me sens légitime pour en parler parce que si on peut dire que quelqu'un au Togo est constitutionnaliste, sans fausse modestie, je serai le premier à être cité. Parce que non seulement je me suis intéressé à la question, mais j'ai écrit un ouvrage qui a analysé les 4 républiques, les 4 premières républiques du Togo. Aucun universitaire ne l'a fait avant moi. Celui qui a tenté de le faire après moi, c'est le professeur Ahadji Nono. Donc je dirais que nous sommes les 2 qui peuvent parler des constitutions togolaises depuis 1961, du moins jusqu'en 2024, avant qu'on ne rentre dans la 5e République. Et donc, fondamentalement, quand vous prenez le débat constitutionnel ainsi, vous devez comprendre qu'on parle d'une cour régionale. Et c'est vrai que dans l'ordonnancement des textes, on a la Constitution comme norme supérieure au niveau de l'État, mais la Constitution a toujours l'obligation d'ouvrir des passerelles pour insérer les normes communautaires pour qu'elles s'arriment à la Constitution. Et donc, ça veut dire que la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucun problème d'arrimage avec la Constitution togolaise dans la mesure où elle fait partie des instruments internationaux ratifiés par le Togo. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que la Cour a une marge de manœuvre limitée. On a beau aller aussi et revenir, personne ne pourra m'expliquer, qu'il soit philosophe, qu'il soit juriste, qu'il soit sociologue, que lorsqu'on dit que quelqu'un est coupable, ça veut dire qu'on a dit à celui qui est venu porter plainte qu'il n'a pas raison. Le Togo ou le gouvernement togolais est coupable d'un coup d'État constitutionnel. La Cour l'écrit blanc sur noir. Maintenant, le problème c'est que dans les textes de la Cour, on n'a pas mis une disposition qui permet, et les juristes parlent de nulla crimen nulla pena sine lege, c'est-à-dire pas d'infraction sans texte. La Cour ne dispose pas d'un texte qui lui permet de condamner le coup d'État constitutionnel, tout comme le coup d'État militaire. Mais la Cour dispose de la capacité et du droit de voir si les éléments constitutifs du coup d'État sont là et de l'affirmer. Et c'est ce qu'elle a fait. À partir de ce moment, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance a par contre, dans ses articles 24 et 25, identifié quelqu'un qui peut sanctionner quand il y a violation de l'article 23. Mais ce n'est pas la Cour. Et les sanctions qui peuvent être prises sont là-bas, mais ne peuvent être prises que par le Conseil. Ce n'est pas la Cour. Donc, la Cour n'a pas voulu outrepasser ses droits. Mais la Cour a visé un document où
On dit qui prend les sanctions là-bas. Et pourquoi est-ce que le Conseil n'a pas tenu la brèche lancée par la Cour? Non, aujourd'hui, vous savez, le Conseil, il est avant tout un organe politique. La Cour a créé une brèche. Ça veut dire que ceux qui ont saisi la Cour Peuvent aussi peuvent saisir aujourd'hui le le Conseil. Conseil. Vous l'avez dit au Voilà. départ de cette Donc, émission. ça veut dire que c'est maintenant à eux de prendre la décision de la Cour et d'aller devant le Conseil pour dire voici ce que la Cour a dit. Si vous, entre-temps, vous dormiez ou vous jugez que on n'avait pas un coup d'État constitutionnel au Togo, la Cour vient d'écrire noir sur blanc qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel au Togo. Et vous, la charte vous donne la possibilité de sanctionner les coups d'État. Donc, au-delà du Conseil, même la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, une initiative pareille doit être faite. Ça veut dire que politiquement, on ne peut pas demander à la plus belle femme de donner plus que ce qu'elle a. La Cour a donné ce qu'elle peut donner. Alors, est-ce que c'est une belle chanson pour Fouane Yassimbe? Est-ce que cela l'honore, ces décisions de la Cour? Vous savez, je vous dirais, de par mon expérience, que la Cour est parvenue à une conclusion, que tout ceci a été fait justement parce que il voulait rester au pouvoir. Vous comprenez? Quand vous retournez au 5 février 2005 et tout ce qui s'en est suivi, c'était juste pour une seule préoccupation, que Faure prenne et conserve le pouvoir. Donc, pour Faure Gnassingbé, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du nouveau. Tout le monde sait qu'il s'accroche au pouvoir et il utilise les moyens à sa disposition. Mais la seule chose qui a changé, c'est que politiquement, depuis 2005, on nous disait que c'est légal, c'est légal, c'est légal. Mais aujourd'hui, la Cour vient de nous dire même que Faure Gnassingbé n'a plus sa légalité vis-à-vis de l'article 23. Parce qu'entre-temps, nous, on disait qu'il n'a plus de légitimité, mais qu'il a les textes avec lui. Mais aujourd'hui, la Cour vient nous dire non, non, non. Même les textes, il les a pas. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Il doit être traité au même titre que Tchani, au même titre que Traoré, au même titre que le Malien, comment il s'appelle? Goïta. Goïta. Voilà, c'est ce que la Cour est en train de nous dire aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas à la Cour de le traiter comme ça. C'est au Conseil de paix de le traiter. C'est à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. De la même façon dont ils étaient zélés derrière le Mali, derrière le Niger, derrière le Burkina Faso, de reprendre leur bâton de zèle avec cette décision. Et d'ailleurs, quand la Cour dit même que les partis politiques togolais, ADI et Asvito, n'ont pas qualité, ça veut dire que cette qualité est reconnue aux États membres. Donc, ça veut dire justement que les États membres doivent normalement être ceux qui doivent aujourd'hui retourner devant la Cour et lui dire, bon, eux là, ils n'ont pas qualité. Mais penses-tu que ces moyens qu'ils ont soulevés sont avérés ou pas? Puisque nous, on a qualité, on voudrait bien le savoir. C'est aussi une brèche que la Cour laisse pour être interpellé par les États. Mais ça, on ne peut y arriver que si on arrive à utiliser le document de la Cour pour faire du lobbying politique sur les États et les différents cercles de partenariat pour y arriver. Vous savez, ce qui est beau avec un arrêt, c'est que personne ne dira que ce sont mes émotions. Personne ne dira que c'est ma vision. Non. C'est la Cour mise en place par les États qui s'est prononcée. Et ça veut dire que les gens peuvent l'utiliser maintenant dans différents cercles pour faire leur plaidoyer. On ne dira plus c'est parce que quelqu'un a perdu une élection qu'il est frustré et qu'il passe son temps à dire non, 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 que touche pas à ma constitution. Non. Il y a une cour qui vient de le dire. Alors, vous et moi savons que aucun président de la sous-région ne va, ou bien aucun pays ne va logiquement attaquer ou bien essayer d'aller au niveau de la CEDEAO, de la CEDEAO pour essayer de faire ce que vous dites. Maintenant, que pèse Faure Gnassingbé justement quand on sait que vous avez cité trois possibilités, moi j'appelle hypothèses, qui ont fait que
les décisions de la Cour de la CEDEAO ont été moins prises en compte. Vous avez parlé de la vice-présidente, vous avez aussi parlé de la patronne du du Parlement. Parlement, ainsi que du greffier en chef de la Cour. Comment se fait-il que toutes ces personnes-là peuvent éventuellement prendre en otage toute une institution? Non, vous avez omis la quatrième personne, Fonya Singbe lui-même, Oui. qui a pris en otage la CEDEAO en Comment- devenant le parrain de l'AES. Comment est-ce possible? En réalité, le fond, c'est que les populations africaines ont perdu tout contact avec cette institution. Et pour elles, c'est un syndicat. Et certains sont allés même loin. Quand on s'attaquait au Mali, Burkina, Niger, mais qu'est-ce qu'ils ont fait qui est différent de ce que les autres ont fait dans les autres pays pour s'accrocher au pouvoir ou pour garder le pouvoir? Et tout le monde criait que le coup d'État militaire est mauvais, alors qu'on sait que dans cet espace, tout le monde a fait des coups d'État constitutionnels pour rester au pouvoir. Majoritairement. En dehors des pays anglophones qu'on met de côté et le Sénégal, le reste se sont évertués à faire des coups d'État constitutionnels. Donc ça veut dire que c'est un contexte dans lequel personne n'est apte à faire la morale à l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous êtes même dans un quartier et que vous êtes le sage, si vous-même en tant que sage du quartier, c'est vous qui êtes dans n'importe quoi, est-ce que vous pouvez appeler les jeunes pour vouloir leur faire la morale que ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon? Non. C'est la situation dans laquelle la CEDEAO s'est retrouvée. Et c'est fort de cette situation que les pays de l'AES ont eu le soutien de leur population vis-à-vis de la CEDEAO, parce que pour elles, la CEDEAO avait toujours fermé les yeux et ils ne comprennent pas pourquoi ils peuvent se sentir légitimes pour parler ou faire la morale à leurs ressortissants. Donc aujourd'hui, disons que dans la CEDEAO, pour être simple, vous voyez par exemple le pays d'Ambalo, là, c'est Guinée-Bissau. Vous avez vu que quand on lit la charte là-bas aussi, il y a eu une élection. Au moment de déclarer quelqu'un élu, on est venu faire un coup d'État pour dire qu'on va dans une transition. Et ce qui, effectivement, vu les tests de la CEDEAO, est un changement anticonstitutionnel. Mais quand la CEDEAO a voulu sévir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, s'il en est ainsi, nous, on va quitter la CEDEAO. Ils ont été obligés de tempérer et de revoir le jeu. Et donc, aujourd'hui, Fonya Singbe, parce qu'il est devenu l'intermédiaire entre la CEDEAO et l'AES, fait souffler le chaud et le froid. Entre un Doucet qui parle à qui veut l'entendre d'une possibilité de rejoindre l'AES et Fonya Singbe qui aujourd'hui se dit qu'il est le plus grand panafricain, il est l'homme de paix dans tous les coins. Et parce que on nous a fait voir ici l'année passée, en 2025, en juin 2025, il y a un an exactement, que c'est parce que Fonya Singbe soutenait l'AES que la France a voulu déstabiliser le Togo avec une certaine diaspora. Vous comprenez que la CEDEAO se retrouve dans... Elle est tellement affaiblie qu'elle ne sait plus s'il faut être ferme ou s'il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Le plus triste dans cette affaire, c'est Patrice Talon. Vous avez vu un peu comment est-ce que la chose a été prise personnellement au point où il y a eu un problème entre lui et le Niger jusqu'à son départ. Donc, aujourd'hui, que ce soit Talon qui, à un moment donné, voulait juste mettre en œuvre une décision de la conférence des chefs d'État. Et ces chefs d'État qui sont restés aujourd'hui et qui comprennent que, bon, s'ils tirent trop la corde, quelqu'un va aller ailleurs. Le fil est là. C'est pourquoi au début de cette émission, je vous disais que c'est le Togo qui va faire tomber la CEDEAO. Et nous sommes sur la voie avec ce arrêt. Parce que les organisations de la société civile doivent acculer les chefs d'État de la CEDEAO dans tous les forums pour leur demander de prendre des mesures après l'arrêt rendu par cette cour. Et tout ça, c'est quelque chose que nous allons observer, que nous allons voir peut-être dans les mois à venir, comment est-ce que cela peut être
géré par les 13 parties qui ont fait cette plainte. D'accord. Alors, Faure Gnassingbé, qui visiblement tient beaucoup à son image, c'est le chef d'orchestre. Hein. Non, il tient à son pouvoir, pas à son image. Ok, bon. Moi, je laisse mon terme. Alors, moi, je suppose qu'il tient à son image. Donc, je rajoute aussi votre argument. Il tient aussi à son pouvoir. Dans la sous-région, il veut se montrer comme celui qui arrive quand même à mettre de l'eau dans le vin à chaque fois. Il est invité partout. Récemment, il avait aussi été invité par Emmanuel Macron pour aussi savoir comment est-ce qu'il peut bénéficier de sa sagesse dans la résolution de la crise dans le grand bassin. Est-ce que cette décision et tout ce qui l'entoure pourrait affaiblir un peu comment est-ce qu'il est conçu? Est-ce que les gens vont commencer par douter un peu d'une proximité éventuelle avec lui? Non, vous savez, Faure Gnassingbé fait ce qu'on appelle le branding en politique. Mm. Faure Gnassingbé, tout en cachant ce qui se passe à la maison, veut se faire aimer à l'extérieur. Tout porte à croire comme s'il dirige le Togo pour l'extérieur, veut se faire apprécier à l'extérieur. Et tout cela vise en réalité une chose, c'est de s'assurer que son pouvoir ne soit menacé de nulle part. Et c'est pour ça qu'il y a plein de compromissions. Tantôt, bécoté avec la Russie, bécoté avec la Biélorussie, bécoté avec la France, bécoté avec les USA. Tout cela ne vise fondamentalement qu'une chose, la conservation de son pouvoir. Maintenant, il n'y a pas plus hypocrite que la communauté internationale, entre guillemets. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la nécessité de faire une différence entre les techniciens dans le système international et les gens qui disposent de postes politiques dans le système international. Si l'actuel président syrien, il était recherché comme un terroriste, on l'a reçu à la Maison Blanche ou pas? Donc ça veut dire que à un moment donné, on voit à quoi X ou Y peut être utile, on s'en fout du peuple. Et présentement, tout ce que les Macron et autres font, c'est parce qu'ils ont compris que les gars de l'AES ne jurent que par Faure Gnassingbé. Et en fait, ils ne jurent pas lui que parce que les autres, d'une façon ou d'une autre, ont fermé leur port. Et Faure Gnassingbé a été le seul, en bonne foi, à leur ouvrir le port de Lomé. Vous voyez. Et donc, ça a créé, consolidé ces relations. Si vous voyez qu'on a poussé le bouchon si loin que c'est même à Lomé qu'on vient définir la stratégie pour l'AES. Ça veut dire qu'on est dans un monde plein d'hypocrites, où on dit les valeurs sont ici, mais au vu des intérêts, on défend autre chose. Je ne vais pas vous renvoyer dans tout ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz, mais nous on sait que la seule conséquence, c'est que le carburant a augmenté chez nous. Mais qu'est-ce qu'on recherchait réellement là-bas? Est-ce que c'était l'intérêt du peuple iranais réellement ou c'était autre chose? Donc, c'est ça la triste réalité. Mais ce que moi j'ai compris au fil des ans, c'est que on a toujours une opinion publique internationale qui influence les positions des États. Malgré tout ce qui s'est passé à Gaza, malgré toute la proximité entre Trump et Melania, vous voyez qu'aujourd'hui, on a une opinion publique italienne et peut-être espagnole qui a poussé leurs dirigeants à tenir tête aux Américains et à ne pas les accompagner dans ce qu'ils font. Voilà. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui le rôle des Togolais de savoir comment jouer de ces facteurs. Et je vais vous renvoyer en arrière. Revoyez comment est-ce qu'on a cheminé pour que le Togo devienne indépendant. Quand vous voyez l'histoire de l'indépendance du Togo, vous comprendrez que ça ne s'est pas joué sur le terrain. Il a fallu d'abord tout jouer aux Nations Unies, qui était le cadre international à l'époque. Il a fallu faire des pétitions. Il a fallu s'assurer qu'il y ait des missions qui viennent observer. Même les élections finales, il a fallu que les Nations Unies soient là pour ça. Donc, peut-être que c'est je ne sais pas quel est le terme approprié en français, mais en effet, les gens parlent de ponli. C'est-à-dire, c'est comme si pour changer les choses au Togo, on doit toujours, d'une façon ou d'une autre, en dehors de notre action en interne, mobiliser
l'international pour venir nous soutenir, pour venir nous accompagner. Et donc, on est toujours dans le même cheminement aujourd'hui. Et il va falloir que les Togolais, dans tous les cadres, engagent la responsabilité des États, mais aussi s'assurent à ce que la société civile dans les différents pays, en commençant par ceux de la CEDEAO, appuie ce que font les Togolais pour que un Togo démocratique puisse émerger. Pensez-vous qu'un retour en arrière est possible? Pensez-vous que ce scénario-là Vous savez, soit envisageable? quand la condition de contrebande avait été adoptée premièrement et que les gens ont crié, vous n'avez pas vu que les gens sont revenus pour dire qu'ils ont été voir le chef de l'État. Le chef de l'État a dit non, voilà, retournez encore auprès des populations. On sait auprès de quelle population les gens sont retournés. Et après, on est revenu s'asseoir. Vous savez, la seule certitude que moi j'ai, c'est que même Faure Gnassingbé ne se sent pas à l'aise dans sa contrebande. Et quand vous voyez les sorties de Trimoua, vous voyez les sorties de Poda, Hunake, Kokoroko, qui au début, en 2024, nous faisaient ou nous juraient que le régime parlementaire était ce qu'il y avait de mieux pour le Togo, et qui très récemment essaie de nous faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas le vrai régime parlementaire qu'il y a au Togo, il y a un régime parlementaire atypique, quoi. Tout cela vise à une seule chose, c'est d'assumer toute honte but de réviser encore cette constitution. Et maintenant, la triste réalité, c'est que ils vont apporter des changements, essayer de revoir comment est-ce que Faure Gnassingbé même peut aller être élu avant de redevenir PC. Et ils vont l'envoyer à un référendum. Mais là où ils ont été surpris par eux-mêmes, je suis de ceux qui disent le plus souvent que dans le contexte actuel, on ne peut même pas parler d'élections transparentes au Togo. C'est-à-dire, même au moment où ils faisaient leur forcing de contrebande, ils auraient suivi qu'aux législatives, là, ils auraient envoyé leur texte pour dire qu'on fait un référendum. Les résultats seraient sortis en leur faveur. Vous voyez. Mais, comme ils étaient tellement pressés, ils se sont eux-mêmes fait une auto-pendaison. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est à pied d'œuvre pour qu'on trouve une formule politique pour dire qu'on est d'accord que la Constitution essaie d'apporter des rafistolages et d'aller vers un référendum. Faure Gnassingbé ferait un référendum pour sa Constitution de contrebande pour la consolider. Vous pensez? J'en suis sûr. Très sûr. Donc, les Togolais doivent s'attendre à cela. Les Togolais doivent s'attendre à cela et ça veut dire que les Togolais doivent se préparer à une bataille. Une bataille électorale ou qu'on donnera comme nom. Ça veut dire aussi que le fichier électoral va créer une tension. Parce que s'il faudra qu'ils le fassent, ceux qui sont contre devront eux aussi mobiliser pour pouvoir battre à ce référendum et tenir tête à ce référendum. Donc, en termes de perspective, on ne sait pas ce que ça pourra donner, mais il y a une crise qui est là. Et tant que cette crise ne sera pas réglée, il y aura problème. Vous dites qu'il y a une crise qui est là, mais regarde votre développement, c'est comme s'il y a une grosse crise qui arrive. C'est même pas que, en fait, c'est comme si vous voulez la voir avant de dire qu'elle est là, dans votre posture. Mais pour moi, elle est déjà là. Et elle court depuis que l'Assemblée qui était hors mandat a fait son forfait. Depuis ça, il y a une situation qui est là et dans laquelle beaucoup ne s'accommodent pas. Rappelez-vous que, d'ailleurs, ceux qui ont été aux législatives parmi les partis d'opposition à l'époque, la majorité a refusé d'aller siéger au Parlement après qu'ils ont eu les résultats. On a Hadi qui est au Parlement, mais qui malheureusement passe son temps aussi à se plaindre parce qu'on ne lui donne pas les moyens de jouer son rôle de chef de file de l'opposition. C'est la DMP qui est là. Voilà, on a Dama Djamagbo qui est très active, mais aussi qui est consciente qu'elle ne peut pas grand-chose, sinon que de s'exprimer comme moi aussi je suis en train de m'exprimer sur ce plateau. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'elle peut influencer? Il faut être sincère. Un parlement avec une telle composition, vous ne pouvez rien influencer. Et raison pour laquelle d'ailleurs personne ne s'est hasardé
parmi les partis en question à vouloir compétir quand le temps des sénatoriales était arrivé. Parce que d'office, le parti au pouvoir avait pipé tout. Voilà. Donc, ceux qui se sont entêtés pour aller aussi de l'opposition et autres, ils n'ont rien vu. Alors, je vous pose ma toute dernière question. Il y en a qui pensent qu'au regard de ce que vous avez développé, justement, Fonia Singbe est parvenu à devenir le chantre de la sous-région. Il est invité partout, il tient son image, il tient son pouvoir. Est-ce qu'il serait un stratège? Est-ce que c'est l'art de faire de la politique? Parce qu'au regard de notre taille, de notre pouvoir économique, on ne pèse pas vraiment devant des pays de l'AES, mais c'est nous, vous avez dit que c'est à Lomé qu'on vient statuer sur les textes de l'AES. Est-ce qu'on est stratège? On dit le plus souvent que quel que soit l'homme, face à une femme, un homme ne vaut rien. Vous pouvez imaginer n'importe quel homme devant sa femme. Il ne vaut rien. Ça veut dire que ce n'est pas une question de poids ou de stature, mais c'est une question d'opportunité. On a un port. Les pays en question, ils ont besoin d'avoir accès à l'eau. Tous les autres pays, en voulant faire respecter la décision de la CEDEAO, on dit non, on ferme. Fonia Singbe dit non, moi je vous ouvre. C'est pas du génie. Non, c'est pas du génie. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit depuis le début que Fonia Singbe, politiquement, a récupéré l'AES pour se protéger lui-même. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau où, avant ces coups d'État-là, Fonia Singbe était celui que tout le monde voyait comme s'accrochant au pouvoir, mauvais élève de la démocratie, avec Yahya Jammeh, qu'entre-temps la CEDEAO avait dégagé. Fonia Singbe était le seul. Mais aujourd'hui, c'est comme il y a eu 3 nouveaux mousquetaires qui sont arrivés et qui ont pris toute l'attention et Fonia Singbe est dans son coin. Il déplace ses pions. Maintenant, à dire que c'est du génie, je ne pense pas. Pourquoi je dis que je ne pense pas que ce soit du génie? En réalité, Fonia Singbe et tout son système utilisent la force à l'intérieur. Et c'est de la force, c'est tout. Maintenant, à l'extérieur, je vous ai dit que le système international, il est assez hypocrite. S'il y a quelque chose que je peux reconnaître comme mérite à Trump, c'est le fait d'avoir levé l'équivoque sur cette affaire-là, où il montre que c'est une question d'intérêt, d'oublier toutes ces affaires de droits humains. Quand vous allez kidnapper un président au Venezuela, quand vous menacez le Groenland de le prendre, parce que stratégiquement, ça montre que tout est une question d'intérêt. Mais la vraie question, c'est de savoir, au-delà de la force dont dispose Fonia Singbe en interne, est-ce qu'il va rester éternellement utile à ceux-là? Parce que il fut un temps, c'était Blaise Compaoré. Hein? Vous voyez. Mais quand c'est arrivé, Blaise Compaoré a perdu son rôle. Donc ce n'est pour rien aussi que Fonia Singbe se rapproche de Poutine. Ce n'est pour rien que Fonia Singbe a tous ces pays-là où on fait des coups d'État. Pourquoi? Parce que en étant avec eux, il sait que personne ne pourra quitter là-bas pour venir susurrer quelque chose à ses militaires à lui. Mais au même moment, quiconque voudra faire quelque chose et pense qu'il pourra avoir un soutien là-bas ne l'aura pas parce que ceux-là aussi savent que leur suivi actuel dépend plus de Fonia Singbe qui leur ouvre l'accès à travers le port autonome de Lomé. Mais le cynique en moi dit le plus souvent aux gens que même l'argent que l'AES fait au port autonome de Lomé, ça ne revient pas dans les caisses du Togo. C'est toujours pour la France. Nous savons tous que le port autonome de Lomé appartient de non au Togo, mais c'est donné en concession à Bolloré qui l'a revendu à quelqu'un d'autre. Donc, en fin de compte, tout l'argent qui se fait là-bas aussi, ce n'est pas que ça impacte notre assiette au Togo pour dire qu'on en tire un bénéfice quelconque, sinon que ça permet à Fort de pouvoir jouer sur les différents échiquiers. Madi Diabakate, merci beaucoup d'être passé chez nous. Ça a été un réel plaisir de vous avoir, de vous écouter. J'espère également que les internautes vont prendre un plaisir fou à vous écouter dans vos analyses. Vous êtes politologue et essayiste. Merci beaucoup. Si vous avez un mot de la fin. Non, je pense que le seul mot de la fin, c'est de dire aux gens que tout ce que, en tant qu'intellectuels, nous avons une obligation.
c'est celle de pouvoir quand même maintenir le flambeau pour que les choses aillent pour le mieux dans nos pays, et celle d'éviter à un moment ou un autre, pour des intérêts personnels ou partisans, de vouloir tronquer la vérité ou la science. Ça ne sert pas. Ça ne fait que ralentir nos pays. Merci, à la prochaine. Merci.